Pour conclure le chapitre 7, on va se pencher sur la partie concernant la gamétogénèse. Ok. Donc, gamétogénèse, c'est la méiose. Ok. C'est le phénomène ou le processus de formation des gamètes. On a vu précédemment dans les autres capsules vidéo que la gamétogénèse, ok, elle provenait de la méiose. Ok. Donc, il y avait deux types de division cellulaire, mitose et méiose. Celle responsable pour la formation des gamètes s'appelle méiose. On a vu que la méiose, elle va se diviser dans deux parties. Il y a la méiose 1 et la méiose 2. La méiose 2, c'est une division cellulaire semblable à la mitose, tandis que la méiose 1, elle va posséder des particularités afin d'assurer une variabilité génétique. Et c'est pour ça qu'on va dire que la méiose va transformer une cellule mère qui est diploïde en quatre cellules filles haploïdes génétiquement différentes. OK? Donc, gamétogénèse, c'est les phénomènes pour la formation des gamètes. Bien sûr, comme vous savez, il y a deux types différents de gamètes. Il y a les gamètes des mâles et des femelles. OK? Donc, chez l'homme, on a la formation des spermatozoïdes et pourtant on va appeler cette gamétogénèse des spermatogénèses. Donc, c'est la genèse ou l'origine, si vous voulez écrire, c'est l'origine des spermatozoïdes, qui sont les gamètes du mâle. OK? Chez la femme, on a l'ovogénèse. OK? Donc, ovogénèse, genèse, ça veut dire origine, donc c'est l'origine de l'ovule. Et donc, comment l'ovule va se constituer, il va se produire. OK? Donc, ovule avec spermatozoïde, ça va former les gamètes. L'ensemble d'ovules plus spermatozoïdes, ça va former la première cellule diploïde qu'on appelle des zygotes. OK? Rappelez-vous que l'ovule et les spermatozoïdes sont deux cellules haploïdes. Après la fécondation, ils forment un zygote qui est une cellule diploïde. OK? Donc, les types cellulaires, ok, à partir duquel les gamètes sont formés, s'appellent cellules germinales. Donc, la cellule germinale, c'est une cellule diploïde. OK? Donc, je vous ai dit dans l'autre capsule vidéo qu'on avait au départ une cellule diploïde qui va originer après la méiose 1 deux cellules haploïdes et chaque cellule haploïde après la méiose 2 va originer quatre cellules haploïdes. Ici, on a les gamètes. OK? Donc, la cellule ici qui va originer les gamètes s'appelle cellule germinale. OK? Donc, observez qu'on a trois types de cellules. On a les cellules somatiques, qui sont n'importe quelle cellule de notre organisme. OK? Cellules viscérales, cellules pulmonaires, cellules intestinales, fibres musculaires, cellules nerveuses, cellules gliales. Tout ça, ce sont des cellules somatiques. OK? On a les gamètes, qui sont les cellules sexuelles. OK? Les spermatozoïdes et les ovules vont se trouver dans les gamètes. Puis on a la cellule germinale, qui c'est une cellule diploïde, pareil comme la cellule somatique. Par contre, la fonction de cellule germinale, c'est vraiment se différencier pour former les gamètes. C'est la seule fonction d'une cellule germinale, c'est la formation des gamètes. OK? Si la, la cellule germinale se trouve chez les femmes, on va l'appeler d'ovogonie. Si elle se trouve chez l'homme, on va l'appeler des spermatogonies. OK? Puis si vous avez une liste avec la différenciation entre la spermatogénèse et l'ovogénèse, entre bien sûr l'homme et la femme.
ok? À quel moment chacun va être produit, d'accord? Je vais vous laisser vraiment lire cette partie par la suite. On va se pencher maintenant sur les développements de chaque étape. C'est très important de savoir que les cellules germinales, ok, qui sont diploïdes, elles peuvent originer de nouvelles cellules germinales, comme vous voyez ici. Donc, on a des cellules germinales aussi, ok. Donc, les cellules germinales peuvent originer de nouvelles cellules germinales par le phénomène de mitose. Donc, rappelez-vous que la mitose, c'est quand on a une cellule diploïde qui va originer une cellule aussi diploïde, génétiquement identique. OK? Une fois que je forme des cellules germinales, la cellule germinale va commencer à se différencier pour former les gamètes. Ici, on commence le phénomène de méiose. OK? Puis comme on a vu tantôt, on a deux types de méiose, la méiose 1 et la méiose 2, qui vont former à la fin ce qu'on appelle des gamètes. OK? Donc, ça c'est très important. À la fin, la méiose, ok, si on parle d'une spermatogénèse et pourtant la formation d'un spermatozoïde, une cellule germinale, une cellule germinale, elle va originer quatre spermatozoïdes. Ok? Vous allez remarquer qu'il y a une petite différence quand on analyse avec l'ovogénèse. L'ovogénèse, on a également la mitose pour transformer cellules germinales en cellules germinales. Chaque cellule germinale va subir un phénomène de méiose qui est divisé en deux types de méiose. Mais une chose très importante, c'est que après les méioses, à la place d'une cellule germinale, former quatre cellules gamétiques, aucune cellule sexuelle, on a la formation d'un ovule plus trois globules polaires. OK? Ces trois globules polaires ici, ils vont se dégénérer avec le temps. Donc, en effet, eux, ils n'ont aucune fonction. Avec le temps, ils sont dégénérés. Puis la seule cellule fonctionnelle, ça va être l'ovule. Donc, l'ovule va être libéré. Puis lui, il va attendre d'être fécondé par des spermatozoïdes pour pouvoir former les zygotes. OK? Donc, ça ici, c'est l'ovule. Donc, vous voyez ici, à la fin, ok, de notre ovogénèse, qu'on va former l'ovule, qui c'est la cellule fonctionnelle, et trois globules polaires qu'en effet n'ont aucune fonction et qui seront dégénérés à la fin de l'ovogénèse. D'accord? Une fois qu'on a formé, ok, nos gamètes, donc on a formé spermatozoïdes et ovules, on passe à l'étape de fécondation. Donc la fécondation, comme on a déjà mentionné à plusieurs reprises, c'est le moment où on a la rencontre entre l'ovule et les spermatozoïdes. Donc cette rencontre va former la première cellule diploïde qui s'appelle zygote. Puis observez que pour l'être humain, chaque gamète contient 23 chromosomes, puis à la fin, on forme un zygote qui contient 46 chromosomes. OK? Ça, c'est très, très, très important à savoir. OK? Donc, si vous avez toute l'étape, les descriptifs du phénomène de fécondation, ok, je vais ajouter une capsule vidéo sur la fécondation aussi pour que vous puissiez observer comment le phénomène de fécondation il va se dérouler. Ok, je pense que ça va être beaucoup mieux que si moi j'explique. Mais ce que vous devez savoir, c'est vraiment qu'il y a une rencontre entre les spermatozoïdes et l'ovule afin de fusionner les deux noyaux cellulaires et pourtant de réaliser la formation du zygote. OK? Ici, vous avez une image, okay, une représentation d'un ovule. L'ovule, il contient quelques barrières. Donc, tout ce que vous voyez ici,
OK? Toute cette partie ici, c'est les noyaux cellulaires. OK? Donc ça, c'est les noyaux. Si vous remarquez, si vous avez quand même un bon œil, vous allez observer ici que cette cellule, elle se trouve en phénomène d'anaphase. OK? Donc ça, c'est l'anaphase. Observez que les chromosomes sont en train de se séparer. OK? Ça, c'est déjà l'anaphase 2. Puis vous voyez à l'extérieur qu'on a des spermatozoïdes qui commencent à se placer, OK, à l'extérieur de noyau. C'est quoi le but principal? Le but, c'est vraiment de pouvoir féconder, puis bien sûr, le premier spermatozoïde qui réussit à déposer son noyau à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est le spermatozoïde ici qui va réussir à faire ça, ok? Donc, ces spermatozoïdes, celui qui est le plus proche a franchi toutes les barrières. Donc, vous avez la zone pellucide, la membrane plasmique et la corona radiata. Donc, après avoir franchi les trois barrières, le spermatozoïde réussit à déposer son noyau. Son noyau, il va se diriger vers les noyaux de l'ovule pour pouvoir fusionner les deux. Je vous rappelle, le noyau qu'on trouve ici, il contient 23 chromosomes, 23 chromosomes, 23 chromosomes. Ok, il est en train de se déplacer. Et ici, on a le noyau avec 23 chromosomes. Après la fusion, on va former ici un noyau ou une seule cellule avec 46 chromosomes qu'on va appeler ça des zygotes. OK? Puis là, ça se peut que vous allez vous poser la question, Louise, comment ça se fait que les spermatozoïdes, il va franchir les barrières? Qu'est-ce qu'il va utiliser pour ça? La structure que les spermatozoïdes va utiliser, OK, s'appelle acrosome. Donc l'acrosome que vous voyez ici, OK, donc cette structure qu'on trouve ici, en effet, c'est la compactation de plusieurs vésicules du complexe de Golgi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ok, le complexe de Golgi, c'est un organisme responsable pour la synthèse des protéines et la compactation des protéines. Puis à l'intérieur du complexe de Golgi, on va remarquer qu'il y a plusieurs enzymes hydrolytiques. Les enzymes hydrolytiques, elles sont responsables pour la digestion des substances. Donc toutes ces enzymes seront libérées ici, puis elles vont commencer à digérer la corona radiata, la zone pellucide et la membrane plasmique. Donc, au fil du temps, ok, au fur et à mesure que les spermatozoïdes réussissent à libérer les enzymes hydrolytiques, qu'est-ce qui va se passer? L'enzyme commence à dégrader l'espace, puis va ouvrir un passage pour que les spermatozoïdes puissent rentrer, traverser toutes les barrières et pouvoir accéder à la région cytoplasmique de l'ovule. Alors, le premier spermatozoïde qui réussit à franchir cette barrière, c'est lui qui va réussir à réaliser la fécondation. OK? Donc, si c'est l'étape où vous avez la formation du zygote, vous voyez ici la structure qu'on appelle des pronucléus. OK? Ça, c'est les noyaux du spermatozoïde qui a réussi à féconder. Ici, vous avez les pronucléus féminins. OK? Cette structure ici, qu'est-ce qui va se passer? Elle va migrer, ok, elle va s'approcher de pronucléus féminin jusqu'au moment où on a la fusion. Donc, si vous voulez prendre note ici, ça c'est l'étape de fusion des noyaux. Cette fusion des noyaux, ok, ou des pronucléi, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'elle va agir afin de synthétiser, ok, les deux matériaux génétiques, le mâle et de la femelle. Puis notre cellule ici, qui au départ était haploïde, maintenant elle devient diploïde. Si on parle d'une espèce humaine, 46 chromosomes. Ok? Une fois que les zygotes il étaient formés, donc ça c'est la structure féminine, ok? Si on a l'ovaire, il y a le phénomène d'ovulation, qui c'est la libération ici de l'ovule. Cet ovule il va se déplacer, ok, par les trompes des Fallope. Puis observez qu'est-ce qui va se passer ici. Il va voir ici exactement la fécondation. Donc ça, c'est le moment où il y a la rencontre entre les gamètes.
Après la fécondation, on a le développement embryonnaire. On va commencer à réaliser un phénomène de mitose. Donc, tout ce qu'on voit ici présentement, c'est de la mitose. Je ne sais pas si vous êtes capable de remarquer, mais on avait deux noyaux qui vont se fusionner pour former un noyau. Ça, c'est les zygotes. OK? Puis les zygotes vont commencer à réaliser mitose. Donc, une cellule va se diviser pour former deux cellules vont former quatre va former huit 16, 32, 64, puis ça va continuer jusqu'au moment où cette matière ou cette masse cellulaire va réaliser l'implantation, ok, après le sixième ou septième journée suite à la fécondation. Donc, il a ici une implantation au niveau de l'endomètre. Ok, l'endomètre, c'est la paroi interne de l'utérus. Puis toute cette masse cellulaire va pénétrer à l'intérieur ici pour réaliser l'implantation et pourtant le développement du fœtus ou de l'embryon. Ok. Des choses qui sont très importantes à retenir aussi, c'est l'effet de la formation des vrais et des faux jumeaux. Ok, donc vous savez qu'il y a quelques personnes qui sont des jumelles. Ok, puis on peut avoir deux situations différentes pour la formation des jumeaux. Normalement, quand on a la formation du zygote, donc ça c'est mon zygote, ok, c'est le diploïde. Les zygotes va réaliser, on a vu après, pardon, on a vu avant dans les capsules vidéo qu'après la mitose, on avait une cellule diploïde qui va originer deux cellules séparées, aussi diploïdes. OK? Donc, une cellule mère origine deux cellules diploïdes. Par contre, quand on parle du zygote, normalement, les zygotes, il va se diviser, mais les deux cellules, elles vont demeurer collées. Elles vont demeurer ensemble. OK? Donc, ça ici, dans les deux cas, on a un phénomène de mitose. La différence, c'est qu'ici, les cellules, elles demeurent collées, elles demeurent fixées, liées, OK? Seulement par la membrane plasmique, pas par les cytoplasmes. Donc, ici, les deux cellules demeurent collées. Et ces deux cellules, bien sûr, par mitose, on a deux cellules qui sont diploïdes et génétiquement identiques. Par contre, il y a, et on ne sait pas encore expliquer pourquoi, il y a des phénomènes où, après la première division cellulaire ici, à la place de demeurer ensemble, ces deux cellules ici, elles vont se séparer. Donc, à la place d'effectuer ces phénomènes ici, je vais mettre en rouge, les zygotes, il va se diviser, puis va former deux cellules qui sont séparées physiquement, comme vous voyez ici. Donc, chaque cellule que vous voyez ici, elle va originer un bébé différents, bébé 1 et les bébés 2. OK? Donc, dans ces cas ici, on a deux embryons différents. Je vais utiliser le terme embryon, c'est plus adéquat. Donc, on a ici la formation de l'embryon 1 et de l'embryon 2. Puis ici, on a la formation des vrais jumeaux. OK? Puis là, peut-être vous allez poser la question, ok Luis, pour la formation des vrais jumeaux, on a compris que c'est vraiment quand les zygotes, après la première division cellulaire, à la place de former deux cellules distinctes, mais ensemble ou attachées, il va former deux cellules qui sont identiques, mais qui vont se séparer. Ok, physiquement, elles vont se séparer. On a compris ça. Mais comment ça se fait la formation des faux jumeaux? Les faux jumeaux, en effet, ils vont se former à partir de la fécondation des deux ovules différentes. Donc, imaginons ici, on va revenir dans cette image, ok? Ici, on a vu qu'il y a eu la libération d'un ovule, mais imaginons qu'il y avait un autre ovule qui était aussi libéré ici, ok? Donc, il y a des spermatozoïdes qui vont féconder cet ovule, mais il y a aussi des spermatozoïdes qui vont féconder cet ovule ici. Si ça arrive, ce phénomène, ça veut dire que les deux ovules, ils ont la possibilité d'être fécondés. S'ils sont fécondés, ils vont se diriger vers l'utérus. Ils vont chacun se fixer dans l'endomètre, puis ils vont originer des jumeaux qui sont différents. Ok? Donc, si on va avoir deux jumeaux qui sont différents, ils sont considérés des jumeaux parce qu'ils proviennent bien sûr
de la même mère, sûrement du même père, ok? Il peut avoir des particularités, mais normalement de la même mère et du même père, et qui vont se développer pendant la même période embryonnaire, ok? Et à la fin, on a l'influence des hormones sexuelles sur les comportements humains. OK? Cette partie qui concerne l'influence des hormones sexuelles, elle n'est pas vraiment à l'examen, OK, à l'examen final. Ce que vous devez savoir par rapport à ça, c'est que pendant la phase des pubertés, c'est normalement où il va y avoir beaucoup plus d'action des hormones sexuelles. Il y a beaucoup de changements au niveau cognitif et psychologique de l'individu. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup de changements, spécialement au niveau du système nerveux et du système endocrinien chez l'humain. Alors, le développement du cerveau, il va commencer à se modifier à cause des hormones sexuelles, à cause de tous ces phénomènes de gamétogénèse qui va s'établir chez l'individu. OK? Les femmes, par exemple, vont débuter un cycle menstruel. Elles vont commencer, bien sûr, les hommes vont commencer à développer les caractères sexuels primaires et secondaires. Pareil pour les femmes. Les phénomènes d'ovulation qui sont une chose typique pour les femmes. Donc, tout ça, ça va être vraiment une particularité du comportement sexuel chez l'humain. OK?